qualité d'un déficit de compétences dans l'expression lie précisément la perception que Félicie a de sa condition avec le caractère non articulé de la démence de Léontès, aussi bien qu'avec le déclin d'Othello, qui, à mesure qu'il perd conscience, tombe dans le bredouillement. Deux cas que j'ai décrits en termes d'un scepticisme qui détruit notre monde, qui se révèle comme nécessitant et désirant la destruction du langage, car les mots sont devenus insupportables. Le sentiment qu'a Félicie de sa propre incapacité à s'exprimer témoigne, pourrions-nous dire, d'une forme plus bénigne de scepticisme, une expression de la défiance quotidienne envers le monde, une sorte de défiance envers l'existence et ce qu'il y a à dire sur notre existence. On pourrait penser cela comme la nécessité de s'exposer au monde en tant que condition préalable à sa connaissance, qui s'exprime dans ses dédains, ses distractions, ses hésitations, ses contretemps, ses silences défensifs, ses réserves, ses repliements sur soi, qui infligent de petites morts tout au long de votre début dans la vie. Ça arrive à tout le monde le fait. Pour quelle raison Félicie se serait méfiée de celui par qui elle a été mise enceinte et à qui elle disait au revoir pour quelque temps? Quelle folie ou quelle fureur qu'elle a pu éprouver un instant devant le rôle d'intrus omniprésent qu'il jouait dans ce qui était sa transformation en mère. Nous ne le saurons pas. Elle est fille introuvable qui ne l'est pas. Mais on nous montre, ou nous apprenons ensuite, que c'est ce que nous montre le moment où elle triomphe de sa distance envers cet homme, en présence ni plus ni moins de la scène de la nativité que sa fille regarde dans l'immense église pratiquement vide, toujours à Nevers. Dans la conversation en voiture qui suit la représentation du conte d'hiver, elle parlera à Loïc de ce moment de sa présence devant l'image de la naissance divine, ou plus précisément ce moment où elle accompagnait sa fille qui avait voulu voir cette image, présentée comme impossible à distinguer en soi de la naissance humaine, comme un moment où elle a prié, mais pas comme on ne lui avait appris quand elle était petite. Elle se met à décrire cette expérience avec l'aide de Loïc, comme une méditation où elle ne pensait pas, mais plutôt voyait ses pensées qui lui sont apparues avec une totale clarté, ou avec la clarté de la totalité. Elle se décrit comme s'étant sentie pleine. C'est plutôt une négation ou un court-circuitage de l'argument cartésien du cogito. Je sais que j'existe parce que je ne puis douter que je pense. C'est une méditation où, comme chez Descartes, elle surmonte son scepticisme, en concluant toutefois dans ce cas par une affirmation de son existence, comme indépendante de la question de savoir si ce que le monde appelle le monde, ou peut-être appelle Dieu, est présent ou absent. Elle dit qu'elle a alors ressenti qu'elle était elle-même, sentiment qu'elle n'avait eu qu'une fois auparavant, 5 ans plus tôt, quand elle était avec Charles. Nous pourrions dire pour elle que ce que la pièce de Shakespeare l'a mise en mesure de formuler, c'est qu'elle s'est trouvée toute seule. Et puisque cela signifie, comme elle le dit, qu'elle a trouvé Charles dans son désir, elle peut aller plus loin et dire plus tard, quand ils sont arrivés chez Loïc et qu'ils ratifient leur conversation en lui lisant un passage de Platon, que peu importe si Charles revient réellement, ce qui équivaut à dire que cela n'affectera pas la manière dont elle vivra à présent. Mais elle le dit plus précisément, elle vivra d'une façon qui ne les empêchera pas de se retrouver. Quand Loïc se laisse entraîner à dire dans la voiture en réponse à l'acceptation qu'elle vient d'exprimer de cette compréhension, que s'il était Dieu, il la chérirait, tout particulièrement, elle répond alors si Dieu m'aime, qu'il me rende Charles. Et lorsque Loïc indique alors que c'est trop lui demander, Félicie corrige le philosophe. Je ne lui demande rien, c'est simplement qu'il devrait le lui rendre, cela rendrait le monde meilleur, le monde devrait être meilleur. L'interprétation que Félicie fournit de sa prière, ayant l'intuition du pari de Pascal sur la joie immorale et de l'argument de Platon sur la préexistence de l'âme, est sa façon à elle de marquer la différence entre le perfectionnisme émersonien et l'utilitarisme qui, dans son calcul du plaisir, est tout sauf la prise de risque individuelle de Pascal, et également entre le perfectionnisme émersonien et le kantisme, dont elle nie l'universalisation par la loi morale, lorsque Loïc lui avait dit que ce qu'elle disait n'avait pas de sens pour lui. C'était peut-être quand elle a dit
qu'elle pouvait comprendre la préexistence de l'âme parce qu'elle avait ressenti qu'elle et Charles s'étaient rencontrés dans une vie antérieure. Elle répond « Je l'ai vu, pas toi ». Elle n'agit ni par raison, elle observe à un moment qu'elle n'aime pas, ce qui est vraisemblable, ni par inclination. Elle parle, au lieu de cela, d'éviter de sacrifier ses convictions, ni par espoir. Elle surprend Loïc en lui disant que tout le monde ne vit pas avec l'espoir, ce qui clairement ne veut pas dire qu'elle vit dans le désespoir, qu'elle existe, comme ses pensées existent. Elle aime, elle se tient pour heureuse. En la pensant heureuse, je me demande si nous avons sous la main de quoi répondre maintenant à la question que j'ai soulevée sur son rire énigmatique. Dans le prologue, lorsque Charles lui faisait remarquer qu'elle prenait un risque, puisque je sous-entends quand même que son passage à vide a signification et importance. Quel registre de signification devons-nous ou pouvons-nous lui attribuer? Ne doit-il pas y avoir au minimum une certaine perception qu'elle ne veut pas que Charles soit présent, ou n'est pas prête à ce qu'il soit présent avec l'apparition de l'enfant, ou puisque sa propre attitude de la déroute, qu'elle ne veut pas vouloir ça? Son passage à vide, ou son contretemps, ne saurait être directement complété comme s'il s'agissait de remplacer le substitut par l'original, comme on peut le faire dans un acte manqué freudien, parce que Freud appelle la figuration symbolique d'une pensée. Un des exemples que rapporte Freud est le cas d'une personne qui, par erreur ou par accident, utilise la clé de son immeuble pour entrer dans son bureau la nuit, ce qui est interprété comme voulant dire que cette personne préférerait rentrer chez elle plutôt que de travailler la nuit. Quelle aurait pu être la pensée de Félicie? Pour arriver à une formulation de ce geste, où elle donne une fausse adresse, il nous faudrait avoir une raison pour qu'elle ne veuille pas être trouvée, et en particulier pas par l'homme dont elle porte l'enfant. Je suppose que nous n'avons aucune raison de penser, comme semble l'avoir fait Charles, au moment où ils se sont rencontrés 5 ans après dans l'autobus, qu'elle était enceinte de l'enfant d'un autre. Est-ce que les femmes ne veulent pas être avec le père de leur enfant, si elles l'aiment à la folie? Nous savons qu'elle veut en principe vivre avec un homme, et qu'elle juge que ni un homme doux ni un homme fruste n'est possible. S'il y a du sens dans la folie que Charles lui inspire, il porte sur la raison pour laquelle elle est moins prête à vivre avec lui qu'avec son enfant. Autrement dit, pourquoi souhaiterait-elle être la fille introuvable par lui? Ou est-ce plutôt que c'est lui à qui elle ne souhaite pas donner son adresse, comme si la femme du film de Romer avait reçu de la pièce de Shakespeare une confirmation dans son idée que les hommes, dont on est amoureuse en général, sont une sorte de menace pour leur enfant au moment de sa naissance. Cette femme est l'antithèse de la Lisa de Letter from an Unknown Woman. Elle n'a aucune raison de croire que l'homme jugerait que l'enfant n'est pas le bienvenu, qu'il est une menace pour l'intimité et le privilège auquel il est habitué avec la nouvelle mère, quelle qu'en soit la raison, et donc que l'homme serait en danger pour le bien-être de l'enfant. Reste que Charles a soulevé l'idée qu'elle prenait un risque. Voulait-il dire prendre un risque non seulement en courant la chance de tomber enceinte, mais en même temps, et pour la même raison, un risque en lui faisant confiance? Cela suffit-il pour causer du scepticisme envers Charles? Elle répondra à la question que pose Charles quand il revient, si elle a connu d'autres hommes, d'une façon qui indique que Loïc et Maxence lui ont fourni l'expérience et qu'elle a des hommes. Ce n'est pas un gros capital. Voici une hypothèse quant à l'énigme de son rire. Elle rit de la suggestion de Charles qu'elle prend un risque, sans doute pour partie parce qu'elle est séduite par le risque d'un bonheur fou, comme dans son pari pascalien, mais essentiellement parce qu'il n'y a pas de risque, puisqu'elle sait qu'elle est déjà enceinte de 3 mois. Cela expliquerait le détail qui lui fait remplir les papiers de la maternité pour déclarer l'enfant 6 mois après sa séparation d'avec Charles. Il y a 2 scènes de sexe. Ma version des choses demande que la première, où la bande son fait entendre l'orgasme, date de la conception d'Élise du début de l'été, tandis que la seconde date de la fin, la séquence qui suit étant celle de leur séparation, où elle lui donne son adresse après que le ferry les a ramenés sur le continent. Même si l'on nous montre comme fort ordinaires les goûts et les talents de cette jeune femme, nous avons vu qu'elle est une sorte de génie spirituel, dans un sens qui est assez semblable à celui d'Emerson, exigeant que soit reconnu son caractère unique.
ce qu'exprime le fait qu'elle en demande beaucoup aux hommes. Par exemple, elle veut qu'ils prient pour elle à l'église, vraiment du fond du cœur, ce qui veut dire comme s'ils étaient elle. Elle veut qu'ils connaissent la vie à en tirer les leçons, et non d'après ce que les autres en ont dit. Elle veut qu'ils soient dominants et soumis, intelligents et doux. Parfois, elle veut coucher à côté d'eux quand elle ne veut pas rentrer chez elle. Et pourtant, elle veut aussi ne pas faire l'amour. Et en ce sens, elle veut être une enfant dont on s'occupe, mais qui n'est même pas tenue de rendre des comptes à une mère merveilleuse. Quel qu'ait été le sort du père de Félicie, Charles est le seul homme qu'elle amène chez sa mère. Et elle veut qu'il la trouve sans qu'elle leur donne son adresse. Elle veut qu'ils lui reviennent librement, qu'il la trouve comme elle-même, qu'il l'aime follement. Qu'est-ce qui donne à cette jeune femme relativement peu expérimentée, relativement inculte, ne serait-ce que l'idée qu'il existe de telles choses à vouloir, ou à vouloir. Ce qui, j'imagine, revient à la question suivante. D'où viennent les idées de la science infuse? D'où viennent les intuitions qui deviennent des instructions philosophiques? Quel philosophe, avant Wittgenstein et Emerson, se soucie vraiment de ce sens de l'origine de la philosophie? Je peux retrouver des moments chez Descartes, quand il prouve l'existence de Dieu au moyen de la découverte en soi de l'empreinte de Dieu, et chez Nietzsche, quand il comprend la signification et l'importance de la musique en comprenant les émissions de la matrice. Et je crois que la perception de Romer, pour qui Platon et Pascal s'en soucient, est juste. Mais ils sont peut-être trop faciles à louer à cet égard. Je veux dire trop faciles à louer sans bien savoir si on les croit ou si on les comprend. En un sens, il y a en réalité trois contes dans nos deux textes, mais l'un de ces contes est interrompu. Le conte interrompu est commencé par Mamilius, le fils de Léontès, dont la mort réveille Léontès et lui fait prendre conscience de sa folie. Au début de la pièce de Shakespeare, Mamilius commence une histoire en se détournant pour chuchoter à l'oreille de sa mère. Sa mère, Hermione, lui avait demandé un conte joyeux, mais Mamilius, affirmant l'indépendance de sa volonté, répond qu'un conte triste est meilleur pour l'hiver. J'en ai un, d'esprit et de gobelins. Puis, comme Hermione conciliante répond « Entendons celui-là, mon bon Seigneur, et faites votre mieux. Pour m'effrayer avec vos esprits, vous y êtes très fort. » Mamilius commence ainsi. Il était une fois un homme qui habitait près d'un cimetière. Et c'est alors que Léontès fait irruption sur scène en pleine folie et s'interpose dans l'intimité qui unissait la mère et le fils. Vous pourriez dire que le conte de Shakespeare parle de la raison pour laquelle le conte de Mamilius a été ainsi interrompu. Ou bien vous pourriez dire que Shakespeare termine le conte d'un homme qui habitait près d'un cimetière, puisque Léontès a visité la sépulture d'Hermione tous les jours pendant 16 ans, et qu'en même temps Shakespeare a déféré au désir d'Hermione, qui voulait un conte joyeux en fournissant une fin heureuse sur l'emplacement de la tombe. Vous pourriez dire aussi que Romer a contesté la manière dont Shakespeare termine le conte en déclarant qu'une femme ne sait pas où peut exister l'homme, ignore qui hante son existence, à elle autant que n'importe quel esprit ou gobelin, et que Romer réagit à la susceptibilité d'Hermione à se laisser effrayer, par exemple par l'improbabilité presque désespérée dans son conte, non pas tant que l'on retrouve l'homme, mais que l'on ne perde pas foi en l'espoir de trouver l'homme. Il est bien clair que Romer triomphe de notre sophistication épistémologique avec les probabilités en donnant le dernier mot à un enfant, mais plus systématiquement en faisant confiance à l'économie infantile de l'exigence que coïncident fantasme et réalité, une exigence que le cinéma semble né pour satisfaire, comme si notre laborieux travail d'adulte, qui avons appris à ne pas désirer l'impossible, nous avait exposé au danger d'oublier comment croire au possible. Appelez cela notre suspension de la croyance, inutile et involontaire.